Salut et bienvenue pour le film au pif. Crossover. Bienvenue pour ce numéro 2 du film au pif spécial Crossover où, je le rappelle, je ne vais pas piocher un mais deux films au hasard. Et puis je vais essayer de voir si on peut les mélanger pour en tirer un film complètement barré, tant qu'à faire. Alors le schéma est pas compliqué, hein. D'abord je pioche un film, je vous en parle très brièvement, j'en pioche un deuxième que je vous résume aussi très brièvement, et puis j'essaye de voir ce que je pourrais en tirer, un petit peu à la manière des studios hollywoodiens, si jamais il leur passait par la tête l'idée de mélanger ces deux films. Sachant que l'intérêt c'est que les deux films n'aient absolument rien à voir. C'est encore plus drôle. Et histoire de varier les plaisirs, je vais piocher un DVD et une VHS, comme ça tout le monde sera content. Alors commençons par le DVD, hein. Pourquoi pas. Alors allons-y par là. Oula, j'en ai deux. Non, j'en ai qu'un, merci. Ce sera L'Exorciste. Waouh, carrément. Alors, L'Exorciste. Alors, qui n'a pas vu L'Exorciste? Mais on sait jamais, pour ceux qui l'auraient pas vu éventuellement, L'Exorciste, c'est un film de 1973 de William Friedkin avec l'immense Max von Sydow qui vient de nous quitter, enfin qui nous a quitté l'année dernière et bon, voilà, ainsi que beaucoup d'autres malheureusement. Et avec aussi Linda Blair qui était toute gamine dans le film et qui depuis est devenue culte simplement grâce à ce rôle, on va dire. Bien évidemment ils ne sont pas que deux dans le film, hein, mais j'ai pas les noms des autres en tête, et il y a notamment celle qui joue la mère de Linda Blair, et puis il y a le père Karras, parce que je me souviens que de son nom, je me souviens pas du nom de l'acteur, mais bon voilà. Et plein d'autres, bien entendu. Ah, bien évidemment je peux pas parler de L'Exorciste sans souligner la bande originale du film qui est culte, peut-être même encore plus culte que le film, c'est-à-dire que même ceux qui auraient pas vu le film connaissent la musique de L'Exorciste, parce que bon voilà, hein, je peux pas vous en mettre because les droits d'auteur, mais voilà, j'ai pas besoin, vous la connaissez, donc voilà, la musique de L'Exorciste, culte. Alors l'histoire de l'exorciste, hein, pour essayer de faire brièvement, c'est l'histoire d'un archéologue joué par Max von Sydow qui, en Égypte, déterre un truc, enfin se trouve sur des fouilles, et trouve une espèce de bibelot qui a l'air de dater de on sait pas trop quand, et en trouvant ce bibelot, il délivre Pazuzu, c'est-à-dire une sorte de diable, un démon, voilà, mais il le sait pas, il va l'apprendre plus tard. Et nous on va l'apprendre avant lui, c'est-à-dire qu'on va suivre l'histoire d'une gamine, a priori tout ce qu'il y a de plus normal, dont la mère est, je crois, réalisatrice ou même actrice, ou un truc comme ça, elle est réalisatrice, actrice, je sais plus trop, sur des tournages de films, et voilà, il se trouve que sa gamine, petit à petit, se met à développer des symptômes un peu, disons bizarres, symptômes qui vont s'avérer tout doucement être une pure possession. Possession par un démon. Donc la gamine est sous l'emprise d'un démon, qu'elle ne contrôle pas, et qui s'empare de son corps un petit peu pour faire ce qu'il en veut. La mère étant pas mal désabusée devant ça, elle n'a pas d'autre choix que de faire appel à un curé pour tenter ce qui n'a pas pu être tenté jusque-là, c'est-à-dire tenter un exorcisme, puisque c'est tout ce qui reste pour essayer de sauver la gamine. Elle va donc faire appel à un homme de foi en la personne du père Karras, qui va donc se charger de l'exorcisme, sauf qu'il en a jamais fait, même s'il connaît la théorie, il l'a jamais pratiqué. Il va donc devoir demander les autorisations et compagnie pour pouvoir pratiquer ce truc-là, et on va lui envoyer Max von Sydow, qui est à l'origine du truc, parce que lui, c'est le seul père qui est en fonction, encore vivant, qui ait déjà pratiqué un exorcisme, donc on va l'envoyer sur place pour essayer de sauver la gamine, tout ça, nanani, nanana. Je vous raconte pas la fin du film. Donc voilà pour L'Exorciste. Maintenant, je vais piocher le deuxième film. Alors, hop, ce sera plus rapide. Le Grand Tournoi, avec Jean-Claude Van Damme. Le Grand Tournoi. Ouais, super. Alors là, vas-y, amuse-toi à mélanger L'Exorciste avec Le Grand Tournoi. Eh ben, on va se le tenter, hein. Sauf que avant, il faut quand même que je vous touche deux mots du Grand Tournoi. Alors ce sera deux mots, Grand Tournoi, parce que de toute façon, voilà, ça résume assez bien le scénario du film. Alors déjà, à signaler que c'est JCVD lui-même qui réalise ce film. C'est sa première réalisation, je sais même pas si c'est pas la seule d'ailleurs. En tout cas, c'est sa première réalisation et seule réalisation de grande envergure, on va dire. Parce qu'à cette époque-là, c'était quand même la star, Jean-Claude Van Damme. Un peu moins maintenant, malheureusement. On retrouve aussi Roger Moore dans ce film, et puis plein d'autres gens, plein de combattants qui sont très très bons, enfin voilà. Voilà. C'est l'ambiance Jean-Claude Van Damme, même l'ambiance des Jean-Claude Van Damme dès le début. Donc on va retrouver notre Jean-Claude qui vit à New York dans les années 30 je crois, qui galère pas mal quand même, donc il se retrouve un petit peu être on va dire le mec qui chapeaute un groupe de gamins à la rue, des vagabonds, tout ça, donc il est un petit peu le chef des vagabonds, mais il doit veiller sur eux, donc ça l'oblige pas mal à voler, à piquer des trucs et tout machin pour pouvoir nourrir tous ses gosses. Résultat des courses, il est traqué par la police, et il n'a pas d'autre choix que de s'enfuir du pays, parce que sinon il va se faire coffrer et puis il va prendre chez Ross, quoi.
Donc il va pas avoir d'autre choix que de se faire embarquer comme clandestin sur un bateau, sur un rafio assez pourri, où on va le maltraiter parce qu'on va le laisser dans les cales, il va faire le forçat, il va être obligé de nourrir les chaudières et compagnie, et puis il aura le droit de fermer sa gueule et puis c'est tout. Résultat des courses, il devient un petit peu l'ombre de lui-même. Il va même être vendu à un moment donné, c'est-à-dire qu'ils vont faire une escale sur une île, lors d'une bagarre il va se faire repérer, il va être acheté, et puis on va essayer de voir ce qu'on peut en faire en tant que combattant clandestin. Je vous passe les détails, mais c'est à peu près là qu'on va tomber sur le personnage de Roger Moore, qui est loin d'être l'agent secret qui nous fait tous rêver dans James Bond, puisque là c'est le pur brigand, alors toujours aussi classe et tout le machin, parce que c'est Roger Moore, mais il n'en reste pas moins que c'est un exploiteur et compagnie. Et là, il va essayer de mettre Jean-Claude Van Damme à sa pogne pour essayer de gagner du pognon via le garçon, quoi. C'est-à-dire que lui, il a du potentiel. Et l'idée de Roger Moore est simple. C'est-à-dire qu'il est dans le secret par rapport à un tournoi qui se joue chaque année, dans lequel les meilleurs combattants du monde, de chaque représentant du monde et d'arts martiaux différents, se combattent, s'affrontent jusqu'à la mort, même parfois, puisque c'est quand même un tournoi interdit. Et à l'arrivée, le gagnant remporte un énorme lion, je crois, ou c'est un dragon en or. Et donc l'idée de Roger Moore, c'est de taxer le dragon en or. Et pour ça, il a besoin de Jean-Claude Van Damme, pour qu'il participe au tournoi. Logique, c'est sa porte d'entrée. Sauf que pour que Jean-Claude participe au tournoi, va falloir qu'il se fight avec un des vrais combattants qui est invité réellement au tournoi. Évidemment, il va lui mettre une rouste, ce qui fait que l'autre en face, bizarrement, va reconnaître sa défaite et lui offrir son invitation pour qu'il aille se battre à sa place, en son nom. Parce que vu la rouste qu'il vient de prendre, il a confiance que pour lui, c'est mort, quoi. Résultat, le Jean-Claude, il participe au tournoi. Voilà. Voilà pour le grand tournoi. Pas la peine d'aller plus loin. Après, c'est de la baston. Et donc on en arrive au moment où vous comprenez que marier le grand tournoi avec l'exorciste, on va rigoler, quoi. D'ailleurs, bon, on va essayer. Donc, pour une raison qui m'échappe, un producteur entre en possession des droits du grand tournoi, mais aussi de ceux de l'exorciste. Alors, au départ, il envisage de faire un remake de chaque film, ou peut-être une suite, ou un truc comme ça, mais enfin, voilà. Sauf qu'il se trouve qu'il n'a pas les moyens. Et l'idée saugrenue, plutôt que d'abandonner chaque projet, ou d'en faire qu'un, l'idée saugrenue lui vient de mélanger les deux films. Le grand tournoi de l'exorcisme. Pourquoi pas? Ou alors l'exorciste du grand tournoi. Non, c'est mieux. Comme je n'ai absolument aucune idée de là où on va aller, allons-y pour voir. Donc le film pourrait commencer sur le personnage joué par Jean-Claude Van Damme, qui reprendrait exactement le même personnage, mais presque 30 ans plus tard. Donc le mec aurait un peu vieilli, et il serait, pourquoi pas, devenu prêtre. Prêtre séminariste, donc il serait en mission, genre en Afrique, ou en Orient, enfin quelque part par là-bas. Donc le mec serait à l'écoute des gens, mais il serait quand même resté combattant, donc il pourrait donner par exemple des cours dans des entraînements aux gamins des villages pour leur apprendre à se battre, les arts martiaux, tout ça, l'esprit des arts martiaux, tout ça en adéquation avec le ciel, etc., etc. Quoi qu'il en soit, sa philosophie pourrait petit à petit circuler de village en village, par le bouche à oreille, des gens qui diraient « Waouh, on a trouvé un mec qui est vachement bien, il faut aller le voir, il est à l'écoute, il va t'aider, il va t'amener des solutions, enfin, voilà. » Voilà la réputation qui pourrait commencer à se faire. Donc tout se passe plus ou moins bien, jusqu'au jour où les habitants d'un autre village viennent le voir pour lui demander des conseils par rapport à leur fille, qui apparemment développe des symptômes bizarres, elle aussi. Que se passe-t-il? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il pourrait bien y faire? À voir. Il se trouve que la médecine n'étant pas ce qu'elle est là-bas, on va assez vite faire appel à lui pour ce genre de truc, et donc bon, là, n'ayant pas vraiment d'idée sur ce qui se passe, il va décider de se rendre au chevet de la gamine pour observer, voir un petit peu ce qui peut bien se passer. Et c'est là qu'il va entrer en conflit avec une possession. Et la possession, c'est pas n'importe qui, puisqu'il s'agit encore une fois de Pazuzu. Toujours le même, celui de l'exorciste. Donc au cours d'une confrontation, c'est-à-dire lui, puisqu'il est quand même prêtre, il viendrait observer le truc, faire un petit peu comme avait fait le père Carras dans l'original, c'est-à-dire discuter avec la bestiole, histoire de jauger si c'est du lard ou du cochon, enfin, bref, histoire de savoir s'il pourra apporter une solution, quoi. Il se trouve que là, comme ça, il peut pas faire grand-chose, parce que il n'a pas été formé à l'exorcisme, du coup, ça fait qu'il va être obligé de faire appel un petit peu à des supérieurs de son ordre. Et rapidement, au cours de ses recherches, il va croiser un mystérieux prêtre aussi, qui va essayer de lui parler en douce de trucs dont il est au courant. Et peut-être pas tout le monde. Il se trouve qu'il s'agit du prêtre qu'on voit à la toute fin de l'exorciste, qui dit au revoir à la mère et à sa fille quand elle quitte la maison et tout machin, et à qui la gamine reporte l'amour qu'elle avait pour le père Carras sur lui, et tout machin, et donc c'est lui qu'on voit à la toute fin du film. Et
Et il lui explique que ce démon, c'est pas n'importe lequel. Mais qu'il y a peut-être une solution pour arriver à le... Peut-être bien. Mais alors quelle pourrait bien être cette solution, me direz-vous? Eh bien, la solution, c'est un tournoi d'arts martiaux. Ah oui. Bah oui, c'est un Van Damme, hein. Donc il faut bien adapter. Bah oui. Mais pas n'importe quel tournoi d'arts martiaux. C'est-à-dire que là, il va s'agir d'un tournoi sacré. Un tournoi dans lequel des prêtres, un petit peu comme lui, qui sont au service du bien, vont affronter justement des suppôts de Satan. Enfin, pas des suppôts, Enfin, vous m'avez compris. Et il se trouve que justement, ces suppôts de Satan, ils protègent quelque chose. Et le but du tournoi, c'est justement de les éliminer pour arriver à ce quelque chose. Mais qu'est-ce que ce quelque chose? Et comme jusque-là, il n'y a pas beaucoup de combattants qui ont réussi à arriver jusqu'au bout, je dirais même qu'ils y sont tous restés, notre Jean-Claude, il a la lourde tâche d'y arriver. Parce que tant qu'il n'y arrivera pas, Pazuzu, il sera en liberté. Donc il a impérativement pas le droit de se déchirer. Mais c'est Jean-Claude. Et le voilà parti à l'assaut d'une sorte de temple, plutôt mystique, assez lugubre, dans lequel il va devoir affronter des types de plus en plus forts. Un petit peu comme dans le jeu de la mort avec Bruce Lee, où à la fin il y a le game final où il doit arriver jusqu'au boss final. Là c'est un petit peu ça. Et donc, il va commencer à se fighter avec chaque type, quoi. Logique. Les combats, les arts martiaux, les grands écarts, les machins, tout ça. Les grands écarts en robe de curé, ça peut être sympa en plus. Alors comme dans tout bon JCVD qui se respecte, il y a toujours le gros moment de doutage. De doute. Pardon. Oui, donc le moment où le type va se demander s'il va y arriver. Parce que là, il est en train de se faire dérouiller. Merde alors, mon Dieu, que va-t-il se passer? Il va se passer qu'il va finir par rouster le type d'en face de manière logique. Mais il va quand même tomber sur un adversaire à un moment donné qui va lui faire très très mal. Et il va être obligé de plus ou moins battre en retraite. Pour se ressourcer, déjà, ne serait-ce que. Parce que il vient d'en manger une sévère. Du coup, il faut s'en remettre. Mais c'est pour mieux repartir à l'assaut. Parce que pendant qu'il fait ses conneries, il y a une gamine qui est en train de... Ça s'empire, son état s'empire. Parce que chaque step qui va passer, l'état de la gamine va s'empirer. Hein, c'est logique. Puisque le step final, c'est d'arriver à quelque chose qui doit... Voilà, mais on ne sait pas encore précisément quoi. C'est ça qui est intéressant, parce que le type se bagarre, mais il ne sait pas pourquoi. Oui, il est un peu con aussi, c'est vrai, mais bon. On lui demande de le faire, il le fait, hein, je veux dire. C'est Jean-Claude Van Damme aussi, hein, je rappelle. Non mais je déconne, parce que dans l'ensemble, j'adore Jean-Claude Van Damme. Et c'est au cours d'un combat où il va sortir ses tripes qu'il va finir par apprendre de son adversaire pourquoi il se bat. Et ce pourquoi il se bat, c'est ni plus ni moins que la statue de Pazuzu. Résultat, s'il arrive à détruire la statue, il se pourrait qu'il détruise Pazuzu. Un petit peu à la manière de Sauron avec l'anneau. Ça peut être un élément intéressant. Mais va-t-il y arriver? Parce que de plus en plus, les adversaires deviennent coriaces. Et assez bizarres aussi d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont de plus en plus la tronche de démons. Pour de vrai. Mais encore une fois, dans tout bon Jean-Claude Van Damme qui se respecte, il y a une scène où il va se souvenir. Se souvenir de ce que son maître lui a appris. Ce que son maître lui a appris sur les esprits. Donc, il va mettre ça en application. Pour arriver jusqu'au bout, face à la statue de Pazuzu. Mais là, alors qu'il s'apprête à détruire la statue, un tremblement de terre se déclenche. Et une fissure se dessine devant lui, l'empêchant d'arriver jusqu'à la statue, l'empêchant de la détruire. Qu'est-ce qu'il va bien pouvoir faire? Parce que derrière lui, ça s'est cassé la gueule aussi. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, il peut même pas ressortir. Donc il est coincé là avec la statue de Pazuzu et près de 10 mètres entre les deux de fissure. Avec en bas le trou. Excuse-moi de te déranger, hein. Non mais vraiment. Je disais donc le trou béant qui va droit jusqu'en enfer. Alors qu'est-ce qu'il va bien pouvoir faire notre Jean-Claude? Eh bien il va se souvenir, encore une fois, d'une des leçons de son maître, qui lui a appris comment contrôler son corps pour pouvoir sauter très loin. Et fort de ce nouveau souvenir, il va prendre son élan, il va se lancer et il va sauter. Mais il va se casser la gueule. Et là il va tomber.
tomber, 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 jusqu'à plus soif. Alors qu'est-ce qu'il fait Jean-Claude? Eh bien il va se souvenir, encore une fois, il va se souvenir d'une des leçons de son maître. Ouais, non, c'est bon, on a compris. Quoi qu'il en soit, sa chute est de moins en moins réelle, c'est-à-dire qu'elle a l'air de plus en plus métaphysique, jusqu'à ce qu'il arrive en bas, en enfer. Alors là déjà, il va commencer par enlever sa soutane, parce qu'en fait, en enfer, il fait carrément chaud, du coup, on enlève une couche quand même, hein, faut pas déconner. Et là, il va se retrouver face à une horde de démons, tous à la solde de Pazuzu, qui sont là pour le protéger et qui sont là pour en découdre avec Jean-Claude. Alors, qu'est-ce qu'il va bien pouvoir faire, Jean-Claude? Eh bien, il va se souvenir. Non mais c'est bon, on a compris, là. À force, ça va aller, quand même. Bref, il va comprendre que grâce au pouvoir de sa foi et de ses mots, il va réussir à repousser tous les démons qui vont vouloir l'affronter. Et lui, il va pouvoir arriver jusqu'à Pazuzu pour l'affronter en personne. Et là, il va comprendre que pour survivre, il va devoir mourir. Ouais. Car c'est son sacrifice qui va délivrer la gamine de l'emprise de Pazuzu. Et ouais, puisqu'il en est venu à bout. Sauf qu'en réalité, quelques jours plus tard, un coursier apporte un courrier très important à la mère de la gamine. Et à l'intérieur du courrier se trouvent les résultats des examens qu'elle avait été passés à l'hôpital quelque temps avant. Et il se trouve qu'en fait, elle avait juste une méchante grippe. Oui, alors je suis d'accord, c'est peut-être un peu too much la fin. Ouais, si. Bon, voilà à peu près ce que je pouvais tirer de ce crossover totalement improbable, ça je vous l'accorde, mais c'était ça qui était marrant. Si ces deux films qui vont bien ensemble, c'est moins drôle, quoi. C'est bien, c'était rigolo ça. De votre côté, si vous avez d'autres idées pour mélanger ces deux films, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à donner votre avis sur cette vidéo, sur le concept même de la vidéo, sur ce que j'aurais pu rajouter, ce que j'aurais dû enlever, tout ça, quoi. Bien entendu, likez, partagez, abonnez-vous, la petite cloche pour être au courant de toutes les vidéos qui vont sortir à l'avenir. Enfin voilà. Comme toujours, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie d'avoir été jusqu'au bout pour ceux qui l'ont fait. Et puis moi je vais vous dire à bientôt pour un prochain épisode du Film au Pif. Salut!